Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Vous l'avez deviné, il s'agit justement du meilleur espace pour les démineurs. Ce matin encore, on ira en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté, l'actu presse. La dénonciation du jour, la dénonciation de Bernardo Basson est également calée. Ce fait de société qui vous énerve, à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Comment pouvait-il en être autrement? On terminera par l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous posons un problème sérieux, un problème important, probablement pertinent. Nous allons parler de l'État, mais avec une interrogation. Au niveau de l'État, lorsqu'un État a échoué, à qui la faute? Au principal dirigeant qui est le chef de l'État, à ses proches collaborateurs, ou alors nous sommes tous coupables dans l'échec d'un État. Quel regard posez-vous sur les États dans leur volet échec? La préoccupation est posée ce matin. On analysera, mais également on commentera. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui sont déjà là pour venir nous dire bonjour. Nous commençons par Tayou Kamgi. Bonjour, Mr. Tayou. Oui, merci. Bonjour, bonjour à vos téléspectateurs. Merci de nous avoir invités sur votre chaîne, qui est très regardée, que moi aussi je regarde également. Ah bon? Oui, effectivement. Vous confirmez que c'est la mort de l'audience? Surtout qu'il y a un panéliste là, comment dire, comment c'est un de vos... Le consultant? Le consultant. Il a parfois des prises de position qui parfois me font plaisir, mais parfois m'énervent. J'ai envie d'entrer dans la télé, le sortir de là, le fouetter et vous le remettre. Donc, j'aime bien ces prises de position. C'est vrai que parfois, il n'aime pas Eto'o et ça me dérange beaucoup. Parce que je suis un pro-Eto'o. Vous êtes un pro-Eto'o. Vous êtes églésien. Oui, je suis même... Eto'o est votre roi, votre pape. Non, ça de ce côté-là... Eto'o est votre gourou. Gourou, ça veut dire quoi? Gourou ne veut rien dire. Jésus est un gourou. Gourou, c'est le chef de la secte. Non, Jésus est un gourou d'une secte qui a réussi. Mohamed est un gourou qui a réussi. Tout le monde... Et Eto'o également sa secte. Non, il va arriver. S'il arrive, il fait sa religion, nous sommes dedans. Tu es content de savoir que tu es le disciple du gourou Eto'o. Je ne m'engage, ça, c'est des petites considérations sur lesquelles on blague. Mais véritablement, dans le fond, j'ai toujours dit que nous avons beaucoup de mépris ici au Cameroun pour les personnes qui ont... Les mauvaises langues disent que tout ce qui est touche meurt. Hein. C'est excessif? C'est excessif. Je pense quand même que le palmarès et l'environnement, le palmarès qui est le sien le dément, mais l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas favorable, n'est-ce pas, aux personnes de talent. Parce que vous avez vu que quand on est véritablement talentueux au Cameroun, tout le monde se ligue contre vous. Et l'environnement étant ce qu'il est, vous finissez aussi par pécher, quoi. Donc, ce n'est pas de la faute de l'État en lui-même, c'est la faute de la globalité. Très bien. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que Tayou Kamgi est chef d'entreprise. Il est le patron de Radio Cheikh Anta Diop à partir de Yaoundé. Il est le patron d'un institut supérieur de formation. Il est panafricaniste dans l'âme. Il est patron de plusieurs autres structures. À côté de Tayou Kamgi, on accueille cet inconditionnel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, militant de la première heure. Émile Messi, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour aux copanélistes. Je voudrais présenter mes meilleurs vœux. Tout à fait. De l'année 2024. La dernière fois que nous avons vu ici, il y a un an. À nos fidèles téléspectateurs, aux inconditionnels téléspectateurs d'Info TV. Je voudrais présenter mes vœux au PDG d'Info TV. Monsieur Dieudonné Van. À vous-même, le directeur général de cette chaîne qui monte en puissance chaque jour, et à vos collaborateurs. Je voudrais présenter à la chaîne Info TV toutes les félicitations du comité central par rapport à la place privilégiée qu'Info TV accorde au RDPC. Donc vous recevez donc là les vœux les meilleurs de monsieur le secrétaire à la communication, le professeur Jacques Famdongo, du comité central, qui nous charge de vous présenter ses meilleurs vœux et vous encourager à aller de l'avant. Parce que
sur la scène médiatique au Cameroun et même dans le monde, s'il n'y a pas Info TV, je crois que nous allons commencer à réfléchir. Donc, une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci pour le choix que vous accordez au RDPC. Merci Émile Messi. Nous accordons ce choix au RDPC, tout comme nous ouvrons notre tribune à toutes les formations de partis politiques au Cameroun, à tous les partis politiques. Et c'est ça la différence. La porte est ouverte. Tout à fait. Merci une fois de plus. J'ai appris que dans certains médias, on refuse le passage de certains partis politiques. À Info TV, il n'en est pas question. Tous les partis politiques ont voix au chapitre ici. En face de vous, on accueille le Sucre National. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. J'aimerais rassurer Monsieur Messi. Je pense qu'il est déjà. Je suis plus régulier sur le plateau que lui. Personnellement, Monsieur Messi, avec toute l'humilité que je peux avoir, je suis un peu têtu. Donc si je venais sur Info TV et qu'on conditionnait ma parole, je ne viendrais plus, ça c'est sûr. Parce que j'ai d'autres activités que je peux mener et qui peuvent m'aider à bien vivre, vous voyez. Donc heureusement ici sur ce plateau et malheureusement pour d'autres, moi j'ai jamais eu une orientation de discours. Des fois même je fais des sorties de piste, vous avez su, les deux aînés me disent souvent, bon, c'est un peu de jeunesse, un peu de fougue et tout ça, mais quand même, jamais le PDG de m'appeler pour me dire que ne tire pas sur le RDP. C'est d'abord que je ne tire que sur le RDP, pratiquement sur ce plateau. Même si, comme je disais ce matin, à mesure que le temps passe, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai l'impression que le programme politique du PCRN pour le fédéralisme communautaire me semble personnellement très pertinent. Et là, vous parlez de quel PCRN? Du PCRN jusqu'à ce que la polémique avant la polémique entre Cabral et Kona. Je ne suis pas du parti et je ne compte pas voter le PCRN en 2025. Est-ce qu'il s'agit du PCRN du frère Yanni Cabral ou alors du PCRN de Kona? Parce que il faut qu'on essaye de nous édifier. Ça va dans tous les sens. Mais je m'arrêtais sur l'ouvrage en lui que j'ai lu, je vous promets. Il est très actualisé et très pertinent. Il est plus complet que celui du président Biya. Pour le MRC, le regret que j'ai, c'est que j'ai l'impression que l'idéologie est forte, elle est bien ancrée, mais il y a beaucoup d'extrémisme de ce côté-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont très violentes verbalement sur les réseaux sociaux, sur la place publique, qui ne laissent vraiment rien passer, qui coupent tout. Je pense quand même que la politique n'est pas faite pour ceux qui se prononcent trop vite ou pour ceux qui sont trop extrémistes. Merci. Tant pour le RDPC, le bilan n'est pas très révisant. Du coup, c'est compliqué, mais je sais qui je vais voter en 2025, mais je ne vous dirai pas parfait ici. Merci bien. Le vote est secret. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De la Corse. De la Corse. Oui, la Corse, c'est une île méditerranéenne qui dépend de la France. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale qui a été consacrée par des ressortissants de la Corse qui ont étendu leur vision du monde et qui souhaitent promouvoir tout ce qui vient de la Corse, qui souhaitent présenter au monde toutes leurs spécificités, toutes leurs spécialités. Et il faut d'ailleurs noter que l'empereur Napoléon Bonaparte, que tout le monde connaît dans la grande histoire française, était originaire de la Corse, ainsi que d'autres personnes, Patrick Fiori, l'artiste, etc. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Corse. J'espère qu'à terme, on aura par exemple une journée mondiale du Mbok. Nous espérons bien. Ouais. D'accord. On accueille à côté de vous notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek. Bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous en doutez bien, l'églisien. Je savais que tu devais réagir. N'a même pas observé que ce n'est pas sous la pression. Je ne fais pas de harcèlement en général. J'envoie des messages, je laisse le temps aux gens de s'ajuster et j'envoie à nouveau. Ce n'est pas sous la pression, mais ceux qui observent, j'ai laissé du temps au président de la FECAFOOT de s'ajuster. Je vais l'observer pendant la Coupe d'Afrique.
Il est arrivé en Arabie Saoudite, je pense, hier, où son équipe, les Lions Indomptables, livrera un match tout à l'heure à 14h contre la Zambie. C'est un match en amical. Bon, là aussi, vous venez de commettre l'erreur de la quasi-totalité des Camerounais. C'est-à-dire quoi? Vous avez dit son équipe. Depuis que le monde existe. Oh, Blériot, toi aussi. Mais c'est lui le président de la FECAFO. Non, l'équipe est l'équipe de l'entraîneur. C'est une manière de parler. Non, en fait, je vais vous montrer le vice de cette façon de faire qui fait qu'un individu est à un poste, mais il occupe les postes de tous les autres individus au point que personne n'existe plus à sa place. Alors, quand une équipe dans le monde entier gagne un match, vous voyez souvent les joueurs porter l'entraîneur. Quand une équipe perd constamment, on demande le limogeage de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'on attribue dans le monde du sport, et notamment du football, les victoires et les échecs à l'entraîneur. Alors, l'une des choses donc que je reproche au président, c'est de ne pas permettre à ses autres collaborateurs d'exister pleinement dans leurs fonctions. Vous voyez? Et dans ma vie en général, quand vous avez votre épouse, n'allez pas à la cuisine lui dire, elle fait ceci, elle met un peu de piment, est-ce que tu veux verser la marmite au visage? Parce qu'il y a des hommes comme ça, ils viennent, est-ce que tu as mis 8 morceaux? Tu sais que mes amis là, nous sommes 8, elles ne dépassent pas 8 morceaux. Ajoute encore un peu le cœur. Non. Donc laissez, soit vous la renvoyez chez sa maman, on la forme à nouveau, soit vous la laissez faire. De toutes les façons, pour le cas d'espèce, je pense que Rigaud est le coach et il fait son job. Non, le président de la FECAFO le propriétaire là. de l'équipe de football, oui, c'est Rigobert. C'est clair. Samuel Eto'o n'est pas propriétaire de l'équipe de foot. Je dis que j'ai laissé à la fin de la Coupe d'Afrique, la fin pour chaque club. Vous allez revenir. Chaque nation, je vais revenir. Très bien. J'ai constaté qu'on a changé 9 joueurs. On a fait venir 9 nouveaux joueurs, au moins. Je me suis demandé où étaient cachés ces joueurs-là quand il fallait travailler à se faire qualifier. Ils étaient peut-être dans les Sissongo et on les a découverts. Tant mieux, moi j'aime les surprises. Mais si ces gars-là n'arrivent pas là, ils doivent arriver. Vous mourrez sur votre chemin. Donc il ne sert à rien. Et quand je le dis comme ça, je prépare les uns et les autres à mes sorties. Maintenant, vous savez, des fois, je fais ça et puis les gens en prennent du point de vue personnel et tout. Et puis, je suis libre et c'est dans ma nature. Je ne vénère pas les gens. Je vous ai dit, personne n'ignore l'affection que j'ai pour Joseph-Antoine Bell, mais je ne le vénère pas. Très bien. Il faut également dire que, enfin, là je parle de manière personnelle, j'étais d'abord très surpris parce qu'on a mis Ngamaleu de côté. J'estimais modestement que c'est celui-là qui mettait souvent, de temps en temps, une certaine pression offensive au niveau des Lions Indomptables. Il a d'abord été écarté par le coach Rigaud, Dieu merci, ou alors malheureusement, un autre joueur a refusé de venir. Il s'agit d'un certain Mogué, voilà. Mais concernant Ngamaleu, parfait ici, je voudrais quand même dire que si je pouvais, je lui aurais offert une caddie. Pourquoi? Quand Ngamaleu a été appelé en remplacement de Mogué, beaucoup sur la toile lui ont dit non, on ne vient pas, c'est du mépris et tout. Ngamaleu a mis le Cameroun. Moi, je pense que Ngamaleu a fait montre d'une grande humilité. D'un patriotisme vraiment à saluer. Un autre joueur, vraiment, parce que par frustration et tout, il allait dire je ne viens plus. Quand la nation t'appelle parfait ici, viens d'abord. Tu pourras dire au coach après que je n'ai pas aimé. Autre chose, Bernardo, si je pouvais parler à Ngamaleu, mais bon. Mais tu peux lui parler, tu crois que. On va lui envoyer ce message. Et déjà, moi, je le félicite humblement. Si moi j'étais Ngamaleu. Du présent aussi spontanément. Écoute un peu, Bernardo. Si j'étais Ngamaleu, j'allais livrer un Coupe d'Afrique comme je n'ai jamais imaginé livrer un Coupe d'Afrique de ma vie. Pour montrer à Rigobert son. Et il y a ces gens qui ne l'aiment pas, qu'il avait sa place au sein de l'équipe nationale. Et je pense que Ngamaleu risque de faire motivé plus que tout le monde. Bon, mais vous venez de donner de très bons conseils à Ngamaleu. Vous savez, l'orgueil précède la chute. Les frustrations que vous ramassez le long du chemin vous renforcent. Vous verrez. Moi, j'ai travaillé auprès d'un patron qui tenait à me montrer qu'il peut me ridiculiser, il peut m'écraser.
Mais je l'ai dépassé. Parce qu'il m'écrasait et j'étais de plus en plus joyeux. Il a même fini par demander, vous pensez qu'on peut faire quoi à Niemek? Vous comprenez? Non, mais moi, mon corps est devenu dur comme la peau de l'éléphant, à force de souffrance. Depuis mon enfance, on m'a fait des choses du genre, on finit d'acheter les habits aux autres et on te dit de venir essayer les habits qui n'ont pas suffi à tel. Non, DG, mais c'est parce que monsieur était têtu. Bon, Monsieur c'est parce qu'il était aussi nous ne parlons pas de nous-mêmes. Il méritait aussi. La personne qui est sur ce plateau n'a vécu que dans les humiliations. Moi, j'ai eu des choses plus fortes que moi, c'est dit à la télé, on va voir. Moi, non, je ne dis pas. et c'est comme nous disons là, des fois, un jeune vient vous rencontrer au bureau, vous lui dites d'attendre, vous vous levez, vous avez oublié, et il retient qu'on ne l'a jamais... Tu es qui? On n'a jamais ridiculisé comme ça. Tu sais ce que c'est que ridiculiser? Tu finis de faire un travail, tu as raison, tu donnes à ton patron. Le patron et toi, vous ne vous entendez pas sur un article, tu sais que tu as raison. Il t'insulte devant tout le monde. Quelque temps après, il découvre que tu as raison. Et il te dit que... Et tu veux dire que c'est quoi? Non. Merci beaucoup. Bon, maintenant la citation. Attends d'abord la citation. Il y a Taïou qui voulait encore apporter une ou deux petites précisions sur l'aspect ayant trait au foot et aux Lions indomptables. Oui, non, je ne suis pas un footeur. Hein. Vraiment, je ne connais pas très bien le foot. Je soutiens Eto'o simplement parce qu'il faudrait que les choses soient claires. Je soutiens Eto'o dans la perspective pour moi de la renaissance africaine. Eto'o fait partie des personnes, par le talent et par la force et par l'abnégation, qui a montré aux yeux du monde et face à nos adversaires les plus farouches, c'est-à-dire les Occidentaux, qu'un nègre peut se lever au sommet. Et ça, il faudrait tirer chapeau à Eto'o parce que moi-même j'ai eu la chance ou la malchance de vivre un peu en Occident et je connais le niveau de compétitivité qu'il y a déjà entre eux, n'est-ce pas, et avec les autres. Et donc arriver au sommet, n'est-ce pas, là-bas, c'est qu'il faut faire une preuve d'une abnégation pas possible. Donc, Eto'o a pu montrer que ça. Je ne vous interromps pas, vous allez pouvoir continuer. Oui. Un jour, j'ai discuté avec un ami qui a longtemps vécu en Europe, qui s'y connaît dans le domaine du sport, notamment dans le football. Il m'a dit, parfait, tu sais, si tu vois un Africain, il me dit un Noir, jouer chez les Blancs, donc dans leur club, la Manchester, Milan, AC, Barcelone, tout ce qui va avec, et que ce Noir est titulaire, les Blancs sont au banc de touche, sache que le Noir là joue 3 fois mieux que le Blanc qui est au banc de touche. Parce que s'ils jouent au même niveau, on ne va jamais aligner le Noir. Tout à fait. Mais c'est normal, c'est leur système. Il faudrait que... Donc, en fait, c'est d'abord, au-delà de ça, c'est que l'Occident est dans une sphère de la compétence. Entre eux, déjà, il faut être compétent. On n'arrive pas parce qu'on est les affaires de godage, machin. Ça existe aussi. Mais d'abord, c'est la compétence. Mais pas tellement quand même. C'est d'abord la compétence qui prime. Et donc, arriver au sommet là-bas, vraiment pour ça là, rien que pour ça, je dis à Eto'o. Et vous regardez, et une fois j'ai essayé de faire un parallèle entre le palmarès de, je sais que je vais vous faire bondir mon frère Niemek, entre le palmarès d'Eto'o, n'est-ce pas, et quand vous voyez ce qu'il a gagné, et vous voyez ce que Pelé a gagné certes 3 Coupes du Monde. Il a joué dans un seul club. Eto'o a gagné, vous connaissez mieux que moi, les différentes coupes ou les différentes trophées. Barcelone, Milan, AC, ainsi de suite. Dans différentes équipes, dans différents systèmes, dans différents milieux. Et dans chaque milieu, il a été fort et le plus fort. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, quand on compare pour moi, je mets Eto'o au même niveau que Pelé. Parce qu'effectivement, avoir bataillé sur plusieurs champs de bataille, être le meilleur. Et Pelé qui a été certes bon, mais gagné dans un seul championnat et avec une seule équipe. Eto'o peut montrer que, et je dis souvent à mes amis, vous savez, hein, quand Bassa est fort, il est fort. Quand il est intelligent, il est intelligent. Mais quand il est de l'autre côté là, bête là, alors il tue ça. Mais quand elle est Bassa, et je suis dedans, j'ai des amis qui Bassa, qui font la science. Mais vraiment, il y a 2 ou 3 là, d'une intelligence exceptionnelle.
Et là, Merci vous sentez beaucoup. que non, de ce point de vue-là, les Bassa nous ont donné quelque chose. C'est pour ça qu'avec l'équipe nationale, ils nous ont donné quelque chose. Ok, Oh, décidément. Oh là là, oh là là. Les penseurs allaient prendre la sagesse du jour. permettez, je vais... Moi, j'ai un problème de temps de Les gens comprennent et ils refusent de comprendre volontairement. Parfois, ici, si on vous présente un jeune homme, on dit ce gars a eu le concours du plus grand mathématicien de son lycée. Vous le félicitez comme tel. Bien sûr. Tout le monde admire le gars. On dit voilà le plus grand mathématicien du lycée. Si un matin il y a le concours de la dictée et vous commencez à parler de ce gars-là, c'est que vous êtes hors sujet. Parce que on n'est pas en train d'évaluer les mathématiques, mais la dictée. Il peut être le plus grand mathématicien du lycée et être nul en mathématiques. En dictée. Et c'est souvent arrivé. Je n'ai jamais, mais alors au grand jamais, même les pires ennemis d'Eto, pour ceux qui le sont, ne peuvent pas sortir de leur bouche qu'Eto ne connaît pas le football. C'est parce que ça vous bloque, vous voulez même dire ça, mais c'est ça. Sauf que ça vous Non, bloque. ça ne peut même pas Ça vous sortir. bloque. Vous avez Maintenant, c'est la haine. vous C'est la connaissez Achille Mbembe, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à C'est fait. l'un des savants africains les plus illustres au monde. Mais est-ce qu'on peut donc appeler Achille Mbembe pour venir manager l'équipe nationale de football? Non, Eto a la compétence. Non. Laissez-lui donner le temps. Écoutez, là. Maintenant, dès que vous avez compris ce qu'on a voulu dire, effectivement, vous savez ce que les partisans de Tomo posent souvent. Est-ce que tu connais la dimension du stade de football? Je comprends donc ce qu'ils font là-bas. Quand on leur dit de gérer le football, ils croient qu'on leur dit de gérer le stade. Laissez Eto. Ce n'est pas ça. Laissez-le tranquille. Non, ce n'est pas de... Perturbé. Non, on le Perturbé. non, Oh. ce n'est pas ça. Et puis il faut dire autre chose. Comme vous avez voulu que j'en parle un peu aujourd'hui. le Le laisser. premier à perturber les présidents de la FECAFOOT s'appelait Samuel Eto'o. On va le Donc voilà pourquoi on le perd. On va le perturber. Non, c'est la haine. Non, c'est la haine. Non, C'est la haine. est-ce que lui haïssait les autres? Non, c'est la haine. Est-ce qu'il est haïssait? Lui veut le Non, développement du les Ivoiriens, comme il est l'époux des Ivoiriennes, les Ivoiriens ont un adage qui dit de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça aussi tu quittes le pouvoir. Donc, comme il n'a jamais permis aux gens d'être tranquilles, il peut être tranquille, il ne sera pas tranquille. Merci beaucoup. Maintenant, La sagesse de ce matin. Quittons un peu sur Eto, parce que là, il y a trop de passion. La sagesse de ce matin. La route n'est ni trop longue, ni trop courte. La nature de trajet dépend de ceux qui nous accompagnent. On peut reprendre. La route n'est ni trop longue, ni trop courte. La nature du trajet dépend de ceux qui nous accompagnent. Ça veut dire quoi? Parfait. Votre vie peut être très simplifiée, les choses peuvent être très calmes si ceux qui vous accompagnent sont de bonne qualité. De bonne qualité. Maintenant, s'ils sont d'une mauvaise nature, la route peut vous paraître extrêmement longue, difficile, sinueuse. C'est une citation ciblée. Ah, mais moi, je suis Comme il accompagne Eto, vous voyez comment c'est la vie d'Eto est difficile. Merci pour le proverbe. Une transition à tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux membres du panel que je suis heureux de retrouver ce matin. Bonjour particulier, vous me le permettrez, au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui est du côté de Djeddah en ce moment pour remobiliser les troupes. Vous savez, il y a le calme qui règne aujourd'hui dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. C'est également grâce à M. Samuel Eto'o. Merci, petit. Incroyable. Bon, lorsque vous voyez Patrick Bala, au-delà de dire bonjour à Samy, il est d'abord là pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux nous conduisent ce jour du côté d'Info Matin, qui est naturellement en kiosque. Vous le savez, c'est un quotidien. Info Matin s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Douala. Le ministère des Transports déroule le planning d'exécution de la phase 2, et ceci conformément à l'annonce du chef de l'État, Paul Biya, dans son adresse à la nation. C'était le 31 décembre dernier pour le démarrage des travaux au courant de cette année 2024.
Le calendrier du projet a été présenté le 8 janvier dernier, ici à Yaoundé. C'était au cours d'une réunion du cabinet présidé par le ministre des Transports publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Information à retrouver ce matin en page 3 du journal Info Matin. Le quotidien s'y attarde également et revient sur cette actualité liée à l'autoroute Yaoundé-Douala. Démarrage des travaux de la deuxième phase à la fin du premier trimestre 2024. C'est la grande une du journal Le Quotidien. Mutation parle du gouvernement camerounais, en l'occurrence John Gouté. Joseph, qui a déjà 5 ans, nous fait savoir donc mutation ce matin. Les hauts, les bas et le champ des possibilités de l'équipe en fonction depuis le 4 janvier 2019. Information dans son intégralité à retrouver ce matin en page 7 de ce journal. Et puis au bas de la page, notamment en page 5, vous avez l'affaire Martinez-Zogo. Bientôt 1 an et toujours le flou autour de cette affaire. Le messager de Pius Ndiawe, Feu Pius Ndiawe, s'intéresse également à la loi des finances 2024. Péril sur les salaires, s'interroge le journal. Et selon le messager, Célestin Tawanda soutient que de nouvelles mesures fiscales introduites par le gouvernement devraient induire une baisse des revenus salariaux oscillant entre 5 et 25% dans les entreprises. Information à retrouver ce matin en page 4 et puis au bas de la page, notamment en page 9, vous avez l'affaire Martinez-Zogo également. L'écho défavorable pour revenir sur l'affaire concernant Maxime Eko entre agneau du sacrifice, bouc émissaire ou bête expiatoire. L'ex-patron de la DGRE vit donc le martyr selon le journal Le Messager. On l'a dit, information à retrouver en page 9 ce matin. Vous avez la nouvelle expression qui a décidé également de consacrer sa une ce matin à la loi des finances 2024. Baisse des salaires en perspective. Eh bien, selon le Messager, selon la nouvelle expression, la loi des finances 2024 introduit au Cameroun des mesures fiscales révolutionnaires impactant directement les salaires de certains travailleurs, l'élargissement également de la liste des avantages en nature soumis à l'imposition et notamment le plafonnement de l'abattement forfaitaire sur les gros salaires sont donc au cœur de cette réforme. Information à retrouver ce matin en page 2. Les témoins revient sur la présentation des vœux au chef de l'État. Les grands clins d'œil s'intéresse donc le journal ce matin. Allons du côté du journal Le Pélican qui parle donc de la présentation des TDR de la 3e fête internationale de la banane plantain. Tony Obama appelle ces 6 millions d'acteurs et les 28 millions de consommateurs de la banane plantain a voté l'actuel président de la République. Il s'agit bien sûr de Paul Biya. Allons du côté de l'économie, le quotidien qui parle ce matin du marché financier, des réformes pour dynamiser donc la BVMAC. C'est donc une actualité qui a été entamée l'année dernière. Eh bien, les différentes discussions vont se poursuivre en 2024 selon Louis Bangantolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. L'objectif est d'amener les entreprises à s'intéresser à la bourse. Information à retrouver ce matin en page 3. Allons avec la météo sport. La météo sport s'intéresse ce matin à la CAN 2024. À la conquête de l'ivoire, c'est la grande une de la météo au sport. Pour ce journal, plus que 4 jours et le grand bal du football africain sera officiellement ouvert. Les 24 meilleures équipes du continent se donnent rendez-vous au pays des éléphants pour croiser le fer. 52 rencontres, 5 villes, 6 stades pour un seul objectif, la gloire et la couronne continentale. La bande Harry Gobert-Song affûte ses crocs en Asie et espère donc conquérir l'Afrique. Les décoratifs à tous les étages sont prêts, les artifices également calibrés, les feux préparés, tout est donc prêt pour faire briller les étoiles du côté du pays des éléphants. Information à retrouver dans son intégralité en page 3. On termine donc avec Cameroun Tribune, le quotidien capitaux publics qui ne déroge pas à la règle et s'intéresse donc aux Lions indomptables. Le dernier test pour faire allusion à cette rencontre amicale prévue ce jour en Arabie Saoudite contre la
la Zambie contre les Tipolo de la Zambie. C'est dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En attendant donc le coup d'envoi de la compétition samedi prochain, les premières équipes sont arrivées en Côte d'Ivoire, nous fait donc savoir le journal. Ce matin, information à retrouver donc de la page 30 à la page 31. Parfait, ici c'est donc avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune, qu'on referme cette revue de presse acte 2. La première, c'était à 6h45 avec Théophile Biani-Bia. La seconde, c'est dans le cadre de ce merveilleux programme. Merci Patrick Bala. Vous ne partez pas comme d'habitude. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux journaux de 19h et de 20h. Eh bien, on va s'intéresser au Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, qui a 5 ans dans ce gouvernement aujourd'hui. On va s'intéresser à son actualité de façon générale. Est-ce que depuis 5 ans, il a apporté du bon dans ce gouvernement, au sein de l'appareil gouvernemental camerounais? Comment s'est comporté ces derniers par rapport à ses prédécesseurs? Donc ce sera la grosse actualité du journal du 19h, alors des journaux de 19h et de 20h ce soir. Pour l'instant, est-ce que on peut parler avec la force des arguments que nous avons la touche John Gouté? Oui, une petite touche, c'est que par rapport à ses prédécesseurs, il est un peu, comment dirais-je, c'est quelqu'un d'un peu conciliant. C'est-à-dire que malgré parfois, vous savez, dans le gouvernement camerounais, d'autres estiment ne pas dépendre de lui parce que ils ont des bras longs. Malgré cela, il reste focus, il reste quelqu'un de très conciliant et quelqu'un dont la voix ne se fait pas ressentir dans les bruits de bottes un peu de partout. Je pense également, lorsque j'interprète souvent une certaine chaleur, on a l'impression qu'il y a une certaine chaleur entre le chef de l'État et le Premier ministre John Gouté lors des événements, des cérémonies, leur manière de causer, de discuter et la tension que John Gouté accorde souvent au chef de l'État. J'ai l'impression que le président s'entend bien avec John Gouté. Bien sûr, je pense d'ailleurs qu'on va au-delà de l'impression. Moi-même, je pense que c'est le cas. Patrick Bala. Parfait, ici. La CRTV va montrer le match à 14h? Bon, aux dernières nouvelles, oui. Mais je propose également aux nombreux Camerounais de mettre quand même la connexion Internet pour, au cas où, la CRTV venait on n'aime pas cette manière de parler. Vous savez que la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé. Oui, face à la Libye. J'espère qu'on n'aura pas notre communiqué. On nous dit qu'on a négocié les frais, les transmissions jusqu'à quelques secondes du match. Finalement, ça n'a pas été. C'est pour ça que je demande aux Camerounais d'avoir un plan B. Parce qu'on ne sait jamais. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Au moment où Patrick Bala parlait donc et nous donnait la quintessence de l'information parue en kiosque, on a retenu plusieurs choses. Mais pour l'instant, souhaitons quand même un joyeux anniversaire à un valeureux jeune Camerounais qui est du côté du Canada depuis quelques années. Il est étudiant du côté du Canada. Il s'appelle Laurent Landry Moifo EFA. Il souffle une bougie de plus ce matin. Donc, joyeux anniversaire à Laurent Landry Moifo EFA du côté du Canada et qui est étudiant. Qu'est-ce qui fait sourire M. Taïou? Non, je vois que c'est un bon patriote. Il a au moins déjà 2 patronymes qui font que nous sommes dans le cadre de la paix. Oui, sa maman est une dynamique femme boulot et son père est Bamileke. Voilà pourquoi vous voyez qu'il s'appelle en même temps Moifo et EFA. Ouais, donc avec lui au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas la guerre. Ce qui est bien avec ce jeune homme, c'est un garçon extrêmement sympathique, extrêmement poli, très intelligent à l'école et je pense qu'il ira très loin. Disons aussi joyeux anniversaire à un grand frère en âge et surtout au niveau de la profession. Vous connaissez Michel Michaud Moussala? Oui. Le DP, oui. Le DP de Oro Plus, il a également 1 an de plus ce matin. Michel Michaud Moussala, pour nous qui sommes dans la presse, c'est un grand frère qui mérite beaucoup de respect. C'est l'un des pionniers qui nous reste au niveau de la presse et notamment la presse écrite. Ses rapports n'ont pas toujours été bons avec le Conseil national de la communication, mais nous n'allons pas créer la polémique ce matin. Ce qui est important ce matin est que Michel Michaud Moussala à 1 an de plus. Joyeux anniversaire, grand frère, monsieur le DP d'Aurore Plus. À tout de suite pour la suite.
La dénonciation de ce matin est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Aujourd'hui, je ne vais pas trahir ce que Parfait ici est resté dire ici. Je dirais l'instant jingle. Mais un jour, je vais vous trahir à vos téléspectateurs. Parfait ici. Aujourd'hui, on dénonce ce qui se passe du côté de l'école de travaux de Yaoundé, du côté de Elighefa, voilà. Alors, de nombreux étudiants se plaignent de ce que, depuis 6 ans, la filière architecture a été ouverte au sein de l'école des travaux qui est située à Elighefa. Elle a été instituée à la faveur d'un partenariat entre l'établissement académique en question et des partenaires italiens. Mais depuis 6 ans, les enseignants italiens ne sont pas payés. Du coup, les étudiants n'ont pas de cours. Ils sont assis un matin, le chef de département vient leur dire « Vous êtes désormais en 2e année ». Donc il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de procès-verbaux, il n'y a rien qui établit effectivement qu'il y a un passage de la 1re à la 2e année. Les parents payent chaque année des centaines de milliers de francs CFA et les enfants ne bénéficient pas de la formation telle que contenue dans les textes de l'institution académique. Donc beaucoup s'en plaignent, il y a des captures d'écran, des messages qui circulent, qui m'ont été rapportés et qui font état de ce que de ce côté-là c'est extrêmement grave. Donc ce matin j'ai voulu que des mineurs en parlent pour qu'on essaie de comprendre réellement ce qui s'y passe et éventuellement de suggérer aux gens de ce côté-là d'améliorer la situation. Ouais. Je suis un peu très perdu. Hein. Oh. Attendez un peu. Vous dites que ça date de quand? Les enseignants italiens sont venus dire aux étudiants que si nous, on ne fait plus cours avec vous, parce que nous ne sommes pas payés. Parce que nous ne sommes pas payés depuis 6 ans aujourd'hui. Le partenariat a été tissé, on a commencé à donner cours, mais on n'a pas été payé, du coup, nous également. Vous parlez de la filière architecture. Filière architecture. Et un bon matin, le responsable chef de département. Le chef de département vient demander aux étudiants. Il vient dire que vous êtes désormais en 2e année. Oui. Alors qu'ils n'ont pas normalement eu les cours. Non. Ils n'ont même pas composé. Non. Je suis un peu étonné. Je passe vraiment la parole à Tayo Kaboulou. Je suis un peu étonné que ça se passe comme ça, que ça soit passé comme ça, parce que, si vous permettez, dans le cadre des activités qui sont les miennes, nous formons en design et architecture intérieure. C'est différent de l'architecture. Tout à fait. Et donc, nous préparons des étudiants aux licences, et nous avons un de nos enseignants qui est un ancien étudiant qui est en sixième année, qui est par contre très brillant. Je ne sais pas s'il est devenu brillant par lui-même, mais il ne m'a pas fait part de les difficultés qu'ils avaient, mais il est très brillant de toutes les façons. Ça ne se remarque pas dans ses capacités qu'il a un manque de... Vous dites que lui, il est en 6e année là-bas. Il est en 6e année. Peut-être que, parce que là, on ne peut pas encore des étudiants qui parlent de la première année à la 2e année. Il faut dire que, de manière générale, l'État du Cameroun a du mal à respecter ses engagements avec les partenaires étrangers. Je ne sais pas si c'est du fait, mais on va dire que c'est l'État, puisque que ce soit au niveau supérieur ou au niveau de l'école, n'est-ce pas? De toutes les façons, c'est l'État. Hein. Et donc, l'État du Cameroun, en général, néglige un peu ces aspects-là. Et bon, est-ce une coïncidence? Mais on voit aussi qu'effectivement, dans le domaine de l'enseignement, il y a une grosse négligence, puisqu'on voit les enseignants se plaindre de ne pas avoir de salaire. Est-ce que c'est cette tendance camerounaise à ne pas respecter l'enseignement, à ne pas respecter l'enseignant et à ne pas respecter tout ce qui va avec? Je ne serais pas étonné que parfois là-dedans il y aura de très mauvaises foi. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent, parce que je vois le nombre de voitures qui traînent dans les parkings des ministères, n'est-ce pas? Et cela voudrait dire qu'il y a de l'argent. J'ai un ami qui, de manière indiscrète, m'a fait comprendre que dans son ministère,
il y a un directeur qui sait, quand vous voyez le volume, j'allais dire le volume de crédit qu'il a en termes de carburant, n'est-ce pas, vous comprenez bien que si l'État voulait vraiment payer, on n'aurait qu'à diminuer un peu cela. Et si eux-mêmes, les gens étaient quand même, avaient une certaine dignité humaine, n'est-ce pas, qu'on consacrerait que je n'ai pas besoin de tant de carburant, mes enfants ne vont pas à l'école, qu'on donne ça à mes enfants pour payer l'école. Merci, Taïou Kandé. On va passer la parole à Émile Messi. Émile Messi, à une certaine époque, et je parle sous votre contrôle, lorsqu'on parlait des écoles de formation dans le supérieur, écoles de référence, on ne pouvait ne pas citer l'école des travaux publics, basée du côté des l'IGEFA, qui forme justement des ingénieurs et depuis un certain temps aussi des architectes. Mais comment expliquer ce que Bernardo vient de nous faire savoir, où la formation n'existe presque pas dans une filière depuis un certain temps, et qu'un bon matin, le chef de département arrive en classe et dit aux étudiants que non, dorénavant, vous êtes déjà en deuxième année. C'est la sorcellerie? Je crois que parfois ici, il faut bien dénouer tous les contours de ce dossier. Personnellement, je ne comprends pas davantage, parce que les Italiens n'ont pas fait cours. Quelle est même la nature de cette formation? Où sont les Italiens doivent faire cours? Est-ce que c'est une formation délocalisée? Est-ce que c'est une formation qui appartient à l'école des travaux publics? Si oui, que font les Italiens là-dedans, par exemple? Est-ce que c'est une formation une coopération italienne qui est juste délocalisée et qu'on a implantée à l'école de poste, dans l'école des travaux. L'école des travaux. Dans ce cas, donc, c'est le partenaire peut-être qui devrait dire par rapport au cahier de charges qui a été signé entre les deux partenaires, qu'il faut nous dire la vérité. Et puis j'ai appris que c'est une formation qui coûte beaucoup de centaines de milliers. Qui fait quoi? Qui prend cet argent? Donc moi je crois qu'il faut rentrer dans le cahier de charges. Bon, maintenant, les Italiens qui doivent faire cours, ils sont les seuls, puisque là, à un moment donné, il faut un orgueil national. Est-ce que ce pays n'a pas de formateurs dans ce domaine-là, c'est-à-dire en architecture? Si jamais les Italiens disent qu'ils ne peuvent plus faire cours, parce qu'on a vu Pitinini avec le stade Olembe, à un moment donné, abandonner les travaux. Les Italiens ne sont pas dans le premier cours dans ce pays. Et dans ce cas, le directeur de l'école des travaux publics doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il me semble qu'il y a déjà cette filière depuis de très longues années du côté de l'école polytechnique. Est-ce qu'il parlait de 6 ans Pas de 6 ans. Oui. Donc, je veux seulement faire comprendre que la filière architecture existe. Elle existe depuis. Non, elle existe depuis. Puisque je veux savoir le rôle des Italiens. L'école polytechnique. C'est pour ça que moi je veux donc savoir le rôle des Italiens. Ce qui nous fait soupçonner que il y a certainement un partenariat entre le Cameroun et l'Italie dans la formation de ces architectes et que la partie italienne, à un moment donné, ne respecte plus forcément pour des raisons. Non, ce n'est pas la partie italienne qui ne respecte plus. La partie italienne dit effectivement qu'elle ne reçoit plus son dû. Donc c'est le Cameroun qui n'arrive plus à respecter ses engagements. C'est pour cela donc que je pose la question de savoir, est-ce que ces Italiens sont les seuls dans ces conditions-là à assurer cette formation? Vous voulez qu'on mette dans les Italiens de côté et qu'on cherche les Camerounais pour les former, c'est ça? Il va falloir qu'on nous déroule le cahier de charges. Est-ce que c'est une formation délocalisée? Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait des étudiants? Dans ces conditions, puisque le directeur des travaux publics, en passant, l'école des travaux publics a un statut particulier dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que le ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, assure la tutelle académique de l'école des travaux publics en ce moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans une autonomie de l'école des travaux publics, comme l'école des postes, comme l'INGS, comme vous connaissez, ils peuvent donc engager l'école dans un partenariat avec des écoles étrangères pour la formation dans le domaine précis. C'est pour ça que je pense donc que dans ce cas précis, puisqu'on nous dit que c'est les Italiens qui assurent la formation, il faut donc revoir dans les détails les clauses de cette formation. Est-ce que c'est une formation qui donne droit au diplôme camerounais? Est-ce que c'est une formation qui donne droit au diplôme italien? Là donc on verra ce qui n'a pas marché. Si les Italiens
ne peuvent plus assurer la formation. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure palliative? C'est des questions qu'on peut se poser. Quand on vient dire aux étudiants un matin comme ça que vous passez en deuxième année sans une formation préalable, il y a un problème. C'est-à-dire c'est ce que le président de la République dénonçait l'autre jour, à savoir la formation au rabais. C'est pas différent des enseignants qui ont boycotté les cours et qu'à la fin les enfants vont évoluer comme ça. Donc moi je crois que le directeur de l'école des travaux publics que nous sommes en ce moment devra essayer de faire la lumière sur cette formation-là. Parce qu'il me semble que si c'est les Italiens qui donnent des cours, mais c'est des Camerounais qui sont formés et dont la qualité de la formation, et quand nous sommes dans l'architecture, nous sommes dans un domaine extrêmement pointu pour le développement des pays. Vous savez ce que nous avons aujourd'hui, la qualité des infrastructures devra donc refléter également la qualité de nos architectes aujourd'hui, le désordre urbain. Voilà les attentes aussi des populations par rapport à ces architectes qui ne sont plus aujourd'hui une formation de qualité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je voudrais vraiment qu'on nous dise toute la vérité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une formation qui coûte cher. Parce que les écoles, les filières nationales, c'est à l'ordre de 50 000 francs. Or, l'autre là est totalement différent. Merci beaucoup, Émile Messi. Il faudra peut-être qu'on nous donne un peu plus de précision. Peut-être que le directeur de l'école des travaux doit faire une sortie pour apporter toute la lumière. Mais en attendant, Pierre Blériot-Nguemec va essayer de poser son commentaire et sans doute son analyse sur la dénonciation de ce matin. Pierre Blériot, que comprenez-vous dans cette dénonciation? Ben, honnêtement, rien ne m'étonne dans la dénonciation, sauf mauvaise foi de ma part. Et j'ai simplement été surpris récemment quand le chef de l'État menaçait les enseignants. Il leur disait que, bon, il ne faut pas de formation au rabais. La plupart des instituts supérieurs publics au Cameroun font une formation au rabais. Ah bon? Oui. Donc, je l'ai cité ici, un professeur de médecine qui dénonçait les quotas d'enseignement à la faculté de médecine et de sciences biologiques. Je dois te dire que cet enseignant de médecine avait été durement frappé. Durement frappé, effectivement. Si j'étais enseignant là-bas, on m'aurait déjà durement frappé. Sauf que Baïdek est venu sur un autre plateau dire que ce que ce professeur disait, c'est la pure vérité. Baïdek, lui, c'est un vendu. Bon, il est vendu, c'est donc des gens de notre nature. Bon, nous, on n'attend rien de personne, donc on est fou. Et là, vous parlez de l'architecture. Nous parlons aussi là des gens qui vont nous soigner. On vous dit qu'en faculté de médecine, une grande majorité d'étudiants suivent 20% seulement des cours. Les absentéistes. OK? Et après, ils sortent. Et ils deviennent médecins. Et ces absentéistes sont souvent de familles huppées. Ils sont moins intelligents parce que leurs parents étaient intelligents. Mais là, j'ai déjà un problème. 20% de cours à cause de l'institut ou alors du fait de l'absentéisme de certains étudiants. Les deux phénomènes combinés. C'est-à-dire que les enseignants sont très pris ailleurs pour certains, mais les étudiants, même pour les enseignants qui viennent faire cours, fuient encore les cours. Donc, finalement, le nombre et quand il faisait ces statistiques, il donnait même des orientations en termes de discipline les moins enseignées. Il dit que ici, la cause est la cause des enseignants. Une discipline fondamentale dans la formation d'un médecin n'est pas transmise, mais quittons les instituts de formation, allons à l'université. Vous savez comment ça se fait ces derniers jours-là? Non. Parfait, ici. Les universités sont si pleines qu'on prend un semestre, on divise. On dit que, bon, le premier groupe, vous allez faire 2 jours de cours par semaine. Le deuxième groupe, 2 jours. Le troisième groupe. Et c'est ça le semestre. Et après, on dit que... D'ailleurs, j'ai compté, hein, ça n'a pas fait 6 semaines pour chaque groupe. Ça fait un semestre. Oui. Et si je dis 6 semaines, c'est 2 jours par semaine. Mais je vous dis, je ne vais pas citer les filières. Dès qu'on parle, je vous cite les filières. Et 18 jours de cours, j'ai compté, et ça a fait un semestre et on va composer. Si vous êtes à l'université, étudiez vous-même. Allez dans les bibliothèques, lisez.
Parce que si vous vous contentez des cours qu'on va vous donner à l'université, vous sortirez de là vide. Vide alors. Et les enseignants qui font la formation au rabais commencent par le supérieur. Qu'on ne vienne pas vous dire ici qu'on vient menacer quelques maîtres et maîtresses d'école primaire, quelques professeurs de lycée. Les grands professeurs ont cessé d'enseigner à notre époque. Aujourd'hui, vous voyez un professeur qui marche avec quelqu'un qui a les chaussures tordues comme ça, qu'il trimballe depuis 10 ans et l'empêche à celui-là de soutenir. C'est le professeur même qui empêche que son étudiant ne soutienne son doctorat. Il en fait donc un gueux. Et c'est le porteur de sac-là qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a toujours les yeux qui menacent de sortir des orbites, qui doit venir enseigner. Ouais. Beaucoup le font. Lui, il est toujours en train. Il bloque son étudiant de soutenir. Il le bloque. Parce qu'il doit l'aider à dispenser ses enseignements. Et l'enseignant, et cet étudiant-là, lui-même, qui n'a pas assis un certain nombre de choses, parce qu'il faut un minimum pour exercer la vertu. Et enseigner, qui est aujourd'hui comme un sacerdoce, il faut un minimum d'aise pour être un bon enseignant. Un type affamé ne peut pas être un bon enseignant. Et je sais de quoi je parle. Parce que pendant que le ventre vous fait des choses comme ça, vous ne pourrez pas. Pour être un bon enseignant, un enseignant doit être à l'aise. Et on voit dans ce Sénat. Donc, depuis longtemps, monsieur Paul Biya, toi tu viens menacer les gens qui ne te font même rien. Il y a la formation au rabais. Les produits de nos écoles, quand vous voyez quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui a tout compris. Que l'université te donne seulement 30% de ce qu'il te faut, hein. Le reste va le chercher. Et si tu ne vas... Donc, l'école des travaux publics a signé un partenariat. Mais comme dans nos Camerounaiseries, on commence par payer, après on ne paye plus. Ils ont cru que les Italiens allaient faire comme les Camerounais, le service minimum, ou bien alors travailler en espérant d'être payés. Ils ont dit que non, on ne fait pas. Et le directeur, moi je crois qu'il a pris une décision à la camerounaise. Bon. Il évolue. Pourquoi on avait ce problème-là avec le ministère au niveau des instituts de formation en soins de santé? Non. Là-bas, on avait dit que tout le monde reprenne. Lui, il a dit tout le monde reprenne. Là, ça ne fait pas beaucoup de vagues. Sauf que c'est des étudiants sérieux qui disent que non. On n'a rien appris. Non, on ne va pas évoluer comme ça. Ils ont donné beaucoup d'argent aussi. Non, oui, au-delà de ça. Sinon, les mauvais étudiants disent que, mais puisqu'on est allé en classe supérieure, ça va. Ils comprennent que c'est une mauvaise génération. Ils ont leurs camarades qui sont à Polytech. Ouais. Certainement, ils guettent là-bas, ils voient comment les cours se font. Et nous, on nous dit que vous avez passé. Et un jour, on va vous dire, allez en stage. Vous serez nul. Et arrivé en stage, vous ne saurez même pas donner le cours. Recommencer. Non, ils disent, on veut être formé. Et c'est un droit. Au-delà de venir donc voir Bernardo, faites également des correspondances au ministre de l'enseignement supérieur, qui est en même temps la tutelle académique de cette école. Merci, Bernardo Basson. On a donné quelques solutions. Que devons-nous faire une fois de plus en pareille circonstance? Ce qui me choque, c'est que j'insiste, c'est une école de référence au Cameroun, l'école des travaux publics. On peut préalablement constater la position de M. Messi, on peut la comprendre. Elle est teintée d'une fibre politique. Parce qu'à l'évidence, deux constats ici sont protubérants. Le premier, c'est qu'à mesure que le temps passe et que la vie des enseignants se clochardise, nos enseignants prennent beaucoup plus de temps pour offrir des consultations ou des prestations privées au détriment de dispenser des cours dans les universités publiques. Monsieur Tayo vous a dit que lui, il a un là-bas qui dispense les cours dans son établissement. Sauf que lui, il est encore apprenant, je pense, il est encore étudiant. Il a presque fini. Mais ce gars est parti. Parce que ce gars est particulièrement. Non, en sixième année, il peut enseigner en première, deuxième année. Mais en fait, l'idée, c'est de dire que quand M. Messi demandait si au Cameroun, il n'y a pas d'enseignants capables de proposer cette formation, il y en a effectivement, sauf que les conditions qu'ils vont retrouver dans ces établissements-là seront tellement difficiles que ces enseignants vont prioriser des prestations privées ou des consultations privées pour avoir de quoi vivre. Le Cameroun est dur, la vie est chère, il faut forcément trouver de quoi faire bouillir la marmite. Oui. La deuxième chose, c'est que nos dirigeants ont peut-être oublié que l'éducation rentre dans les domaines de souveraineté. Pour chaque État,
il y a des spécificités de formation dans les grands États, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, si on vous parle de la Corée du Sud, vous voyez la technologie. États-Unis, technologie. Chine, technologie. France, le droit. L'Allemagne, la mécanique. Vous voyez, donc les grands pays ont pris sur eux de travailler dans des secteurs de manière pointue en développant des formes d'intelligence à partir de leur réalité. Le Cameroun reste donc un pays complètement en chantier qui ne sait même pas vers où orienter l'éducation. On a l'impression depuis quelques années que Paul Biya semble vouloir nous orienter vers les métiers de la terre. Il a eu à le dire même dans ses discours en disant l'agriculture, les métiers de la terre et tout. C'est que n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, c'est pour dire. L'agriculture a développé pas mal de pays. C'est même que ça qui peut d'ailleurs nous développer. Encore que parfait ici, notre tissu, notre climat, notre végétation et notre niveau de conscience sociale nous orienterait naturellement vers l'agriculture. Mais là encore, on a l'impression que les instituts mis en place pour promouvoir cela ne dégagent pas la force institutionnelle suffisante pour garantir une qualité de formation dans ces métiers-là. Donc, pour l'école des travaux aujourd'hui, on peut regretter. Moi, je connais au Cameroun des instituts qui forment en architecture et qui forment bien, plutôt. Il y a une école à Kaélé, dans le Septentrion, vraiment, qui forme bien. J'ai des anciens élèves qui y sont passés. Il y a une école privée ici. Qui formait bien. Qui formait bien, merci. Qui formait. Non, qui formait. C'est sur la fait Il y a une école privée là à Bastos, quartier Nilon, je crois Nilon, Bastos là, où ça semble quand même sérieux. Attends un peu, à Polytech on ne forme pas bien? J'allais finir. Voilà. Pour Bastos, j'ai voulu que mon fils d'ailleurs y aille, mon fils est né après le bac, mais les prix m'ont quand même chassé, parce que c'est extrême. On est après 4 millions et demi. Oui, je ne suis pas fils de l'IA. Parce que l'école à un niveau est pour les pauvres. Et Polytech, quand tu dois payer 4 millions et demi. J'ai un message d'une personnalité qui maîtrise le problème de l'école des travaux. Oui. Ce n'est pas seulement en architecture. Le problème est général pour tous les cours enseignés par les Italiens. C'est que l'Italie avait versé les salaires au ministère des Travaux publics. C'est l'Italie qui paye leurs salaires. Et on ne leur donne plus leurs salaires. Et M. Taux d'avancement, comme d'habitude, a fait ce qu'il sait faire. Les enseignants n'étant plus payés sont rentrés. Actuellement, ils ont repris les enseignements en visioconférence et le font en anglais. D'abord, c'est en vidéo qu'on revient. La précision, c'est que c'est les Italiens eux-mêmes, et c'est souvent ce qui se passe dans les coopérations. Ils envoient leurs experts, mais c'est eux-mêmes qui les payent. Sauf qu'au Cameroun, si vous donnez l'argent qu'on va donner encore, vous allez mal calculer. Merci. On va lire quelques messages. Bonjour et heureuse année à toi, parfait, et à tout ton panel. La formation au Cameroun a été bafouée par le système en place. Il ne motive pas les enseignants. Il abandonne les enseignants à leur propre sort et les enseignants, eux aussi, qui manquent pour la plupart de conscience intellectuelle. Beaucoup deviennent enseignants, non pas par vocation ni conviction, mais pour se faire une place sous le soleil. Conséquence, nous avons les officiers de police qui, même une narration, un constat, ne l'oublions pas, un médecin mal formé est un assassin bien formé. Oui, tout à fait. C'est très bien dit, hein? Un médecin mal formé est un assassin bien formé. Partons du côté de l'Algérie, le 213. Bonjour aux démineurs. Ce qui se passe avec nos architectes n'est qu'une partie de l'iceberg. Tous nos étudiants n'ont pas de formation adéquate. Les autres architectes qu'on a formés avant eux ont fait quoi d'impressionnant sur le terrain? Où sont leurs œuvres? Regardez vous-même l'architecture de Yaoundé. Ça ressemble à quoi? Nos villes sont comme des axes lourds de l'enfer. Nos villes sont effrayantes et hideuses. Il n'y a qu'au Cameroun que les villes n'ont aucune architecture qui est liée à la culture et à l'histoire de son peuple. Ici, en Algérie, il y a des villes qui ont des architectures extraordinaires, qui reflètent la culture et l'histoire de chaque peuple. Au Cameroun, tout est laid, bizarre, sauvage et forestier.
C'est pas un bon Camerounais. Autre message, bonjour. Ce phénomène est partout dans le supérieur. Il y a une école des mines du côté de Minganga qui est en arrêt de cours. La faute, les enseignants réclament leur argent. Autre préoccupation, je vous amène au 242, c'est le Congo qui est connecté. Le président Ahidjo, en donnant le pouvoir à Biya, nous avait vraiment eu. Comment ça? Moi, je comprends pas. Hein. C'est quoi ce message-là? Autre message ce jour. Bonjour à tous les panélistes. Je suis étudiant en architecture à Marois. C'est la même chose chez nous. Le pire est qu'on a un enseignant nommé Avava, doctorant, un incompétent qui intimide les étudiants et harcèle sexuellement les filles de la filière. À lui seul, il enseigne 70% des unités et elle ne connaît rien du tout du domaine puisqu'il est à la base un enseignant d'école primaire. Ça va sérieux. Un enseignant d'école primaire qui enseigne en architecture. Mais il contient ça après son KPM. Il a fait le concours de l'ENS en informatique et puis a fait l'Institut supérieur du Sahel. Je rappelle qu'il a un baccalauréat A, ce qui est un paradoxe pour le domaine de l'architecture. Dans les normes, ce sont les professionnels du domaine qui doivent enseigner l'architecture et non les académiciens. Or, les professionnels sont chers. Merci. Il souligne un problème dans mon analyse. Bon, voici ce qui se passe. Nous avons de très bons architectes. Les architectes ont un ordre. Aujourd'hui, ils sont même au-dessus des avocats. C'est des gens très riches. Ils n'acceptent donc pas la pitance que leur proposent des instituts supérieurs. Venez faire un cours à 3500. Le gars dit non, il va donner ça à n'importe qui là-bas. Il y a des élèves là. Voilà le problème. Nous avons de la matière. Mais les gars ne sont plus à ce niveau. Tous c'est des milliardaires. Tu ne vas pas l'appeler pour faire les heures de cours. À moins qu'ils viennent calculer les étudiants, c'est-à-dire se faire payer en nature. Là, ils peuvent venir. Autre message. Bonjour parfait. Dites à l'homme politique que les enseignants, les Italiens sont OTS, OTA. Il peut lui-même aller faire le bénévolat là-bas au lieu de demander à nationaliser l'expérience. Comme pour lui, les Italiens ont tort de demander leur rémunération. C'est Martin depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonjour. Bonjour et bonne année les démineurs. Blériot va me casser les côtes un jour. Ça nous fait rire, mais c'est vrai ce que Blériot dit. J'ai ma nièce niveau Master 2 qui me pose la question, Tantine, quelle est la différence entre l'eau douce et l'eau trouble? C'est bizarre. C'est Josiane Lodja. Autre message, je vous amène au 241. C'est le pays d'Oligui Nguema. Et la personne me dit seulement bonjour le panel. D'accord, bonjour. Autre préoccupation ce matin. Bonjour le panel. Parlant des formations au rabais dans les établissements universitaires publics, rien ne doit vous surprendre. Allez donc savoir si les enfants du président ont fini leur formation à l'ENAM. Aussi, Indir a su bien sa formation en médecine quand elle doit partager son temps entre les concerts avec Fali Poupa et les amphithéâtres. C'est Joseph de Mimboman. Ça, c'est de la frustration. Le problème, c'est à quel niveau? C'est de la frustration. Indir a fait bien sa formation. Et puis c'est un institut sérieux, celui dans lequel elle est. Et les enfants du président ont bien suivi la formation à l'ENAM. Bon, pour les enfants du président, je n'étais pas à l'ENAM. Mais là, toi, tu étais dans l'école indienne. Oui. On repart au 213. Perfecto. Vous savez quoi? Depuis le jour où le président Biya a fait son discours, ce n'est qu'hier nuit que j'ai pris le temps d'écouter ses discours. Et il y a une partie où le président a parlé aux enseignants qui m'a le plus marqué. Et pour expliquer cette partie en français facile, comme au quartier, le président Biya a dit aux enseignants que c'est vrai que l'État vous paye pas, c'est vrai que vous avez des problèmes d'argent et que vous êtes pauvre.
mais que vous le voulez ou pas, vous allez seulement enseigner les Camerounais. Franchement, parfait ici. Heureusement que c'est le président de la République qui a tenu ce discours. Donc, on regarde seulement. Parce que si c'est mon patron qui tient un tel discours en face de moi, franchement, je vais le couper d'au moins 10 ans de prison. Ce n'est pas la blague. J'ai failli casser mon téléphone quand j'ai écouté cette partie. Parfois, ici, permettez, hein. Ouais. Ce qu'on oublie, c'est que M. Yemek a été enseignant. Je l'ai également été. Les enseignants ont des enfants. Et l'argent qu'on leur donne sous forme de salaire, c'est également pour scolariser leurs propres enfants, les nourrir, les loger, tout ce qu'on veut. Donc si on ne les paye pas pour qu'ils forment d'autres enfants, qui forment leurs propres enfants, qui s'occupent de leurs propres enfants. Attendez, vous voulez que les enseignants aiment Les enfants des autres que leurs propres enfants. Qui me dit qu'on les a de leurs vendus? propres enfants. Vous pouvez prendre ceux qui sont bien payés, vous les envoyez là-bas, dans les corps où les gens sont bien payés. Vous les envoyez remplacer les enseignants. C'est clair, c'est ça. Autre message ce matin, bonjour à tous sur le plateau. Parfait ici, la situation de la formation au Cameroun est bien pensée par le système. Ils ont tué le mérite et l'école est morte avec. Voilà pourquoi même à l'école normale, les meilleurs n'y sont pas. La question est qui sont nos enseignants formés à l'école normale? Pour l'école normale et l'INJS, depuis environ 5 ou 6 ans, les pontes du régime mettent leur maîtresse là-bas pour beaucoup, hein, vraiment. Ah bon? Oui. Ce que je L'école veux dire, normale et je veux l'INJS, dire, beaucoup. Oui, monsieur Je Taï. voulais dire une chose. Effectivement, l'État a une grosse responsabilité. Mais il y a une partie des Camerounais, il y a une partie de l'État, dont les Camerounais, eux non plus, non vraiment, les parents n'ont strictement plus rien à cirer avec l'école. Moi, je me souviens que pour aller passer mon CEP, mon père m'accompagnait. Il venait me chercher. Il vérifiait que ce qu'il y avait dans le cahier, il vérifiait. Aujourd'hui, il est très difficile pour un parent, parce qu'il nous arrive de convoquer des parents en tant que directeur d'une école pour venir discuter du projet académique de l'enfant. Le parent ne vient pas. Et une fois, vous allez rire, moi, ça m'avait tué, j'avais convoqué un parent pour, le matin, j'ai vu une étudiante qui est arrivée, et je lui ai dit, bon, aujourd'hui, là, c'est grave, vraiment, tu seras puni, je vais convoquer ton père, ta mère, parce que ça, il y avait une maman. Et entre-temps, c'était juste pour la menacer, pour qu'elle prenne conscience, et je suis parti. À 16h, qui cogne un rapport de mon bureau? C'est l'étudiante qui cogne un rapport de mon bureau et qui me demande, monsieur, vous m'avez dit que vous allez convoquer mon parent, je suis venu chercher la convocation. Mon frère, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. Quand moi, le maître me disait qu'on va convoquer, qu'il va convoquer, je ne sais pas, qu'il voulait même voir, même comme ça, à mort. Tout à l'heure, mon père, mon ami, je ne dormais pas. Monsieur Taillon, on avait quelque chose. On allait, attends, parce que nous, à ce niveau-là, c'était si fort que nous, on faisait le ngrimba. On allait prendre une herbe qu'on attache, on fait un petit nœud, on jette devant la porte du directeur ou du maître pour qu'il nous bouille. Quand vous voyez une étudiante qui vient vous dire, donne-moi la convocation, tu voulais convoquer mes parents, donne-moi la convocation. Quand j'allais faire le CEP, la dame qui contrôlait la salle a chassé ma mère. Ma mère était devant la porte, elle attendait l'appel. Oui. Elle suivait les parents. Quand j'ai rentré à l'école, vous m'avez amusé parce que cette jeune fille, ce que vous ne savez pas, elle allait donner la convocation à sa mère. Et lui dit que toi, voilà qui parle là-bas. Si tu parles mal, la nation, comme je t'amène là, parce qu'elle ne dort même pas. Et c'est quand on vient la déposer qu'on donne quelque chose à sa mère. Donc elle amène sa mère en lui disant, la mère lui demande, oh ma mère perd même là-bas, pourquoi? Elle lui dit que parle là-bas, le type là-bas te parler. Voici ce que tu lui dis. Tu parles mal, même le taxi, tu vas te laisser là-bas. C'est ces enfants qui sont devenus nos parents. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous avons posé ce problème de l'école des travaux. Vivement qu'une solution soit trouvée et peut-être que le directeur de l'école des travaux puisse faire une sortie pour un peu plus de précision. À tout de suite pour la suite. Le 27 décembre dernier, Canal+ Cameroun et ses collaborateurs, à travers le projet Orphée, ont permis aux enfants de l'orphelinat Arc Foundation à Douala-Bonabéry de passer une fin d'année joyeuse. Plus tôt dans la matinée, la collecte des dons était ouverte dans les différentes boutiques Canal+. Le premier arrêt a été à la boutique Canal+ Aqua,
Ici, un carton spécial a été mis à disposition pour accueillir les différentes donations. C'est la fin d'année, c'est un moment de partage. Ça fait du bien pour nous de penser à ceux-là qui en ont besoin. Et c'est très important de partager. Une fois le carton plein, il sera embarqué pour le prochain escale, le siège de Canal+ Cameroun à Bonanjo. Là encore, malgré la concentration, chaque employé trouve du temps pour faire un don aux nécessiteux. Ce sont des enfants démunis qui ont besoin de notre soutien. La dernière escale se fera à la boutique Canal+ Bonabiri, où les employés ont manifesté le même intérêt à l'endroit de ces enfants. Nous avons fait notre don à cet orphelinat pour apporter du sourire à ces enfants-là, car nous estimons qu'ils ont besoin de ces petits paquets-là pour passer de très bonnes fêtes. Tous ces cadeaux ont été embarqués en direction de l'orphelinat. À l'arrivée, les enfants ont souhaité la bienvenue à leur hôte du jour par des chants. Suivi de l'allocution du directeur administratif et financier qui a tenu à souligner l'importance du choix de cet orphelinat qui accueille la dernière opération Orphée pour l'année 2023. Notre choix de cet orphelinat découle de la recommandation chaleureuse de l'abbé Monseigneur Francis, avec qui nous avions déjà collaboré il y a 2 ans pour un projet similaire à Bonabiri. L'originalité de ce lieu réside dans la présence d'enfants déplacés des zones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, contribuer au bien-être de plus de 1000 enfants au cours de cette année à travers ce projet est une véritable source de satisfaction immense. Les enfants ont eu le sourire aux lèvres en assistant à des tours de magie et un conte animé auquel ils ont participé. Magie! Après ces animations, est venu le moment clé de l'action Orphée, celui de l'inauguration de l'espace ludique et d'apprentissage doté à l'orphelinat. À cet espace s'ajoute l'ensemble des donations composées de denrées alimentaires, de kits hygiéniques et de jeux de société. Un ensemble de dons qui n'a pas laissé indifférente la promotrice de l'orphelinat. I'm very short of words. I am so happy, especially seeing the children happy with the results. The house has been completely transformed. The children are excited to learn new things, especially with your channels. The children can learn subjects in school. The whole place is clean. Like, we don't feel embarrassed inviting people to come to our orphanage anymore, because at first our walls were very dirty and we didn't have any entertainments for people that would come to visit. Now we have a TV, we have chairs and everything. So thank you very much. I'm grateful. Grâce à l'action solidaire du programme Canal+ Impact, de nombreux enfants dans l'ensemble du territoire ont reçu du sourire. Aujourd'hui, Canal+ Cameroun est à sa 11e inauguration de l'espace Orphée sur l'année 2023. On l'a dit assez souvent, le projet Orphée est ce projet-là, une initiative du programme Canal+ Impact en Afrique qui a pour vocation justement d'apporter à la jeunesse défavorisée, aux enfants des orphelinats, des écoles, des centres d'accueil, un espace éducatif mais aussi ludique pour leur épanouissement, pour leur éducation. Canal+ Cameroun s'est réjoui de cet impact dans la vie de ces enfants vulnérables et entend poursuivre son œuvre de la plus belle manière possible l'année à venir. Pour les enfants de l'Arc Foundation, cette donation contribue bien plus qu'à leur divertissement, mais elle servira à leur instruction. Je suis très content, Canal+, que Dieu continue à vous bénir. Rendez-vous en 2024 pour de nouveaux moments de partage avec le programme Orphée. Bienvenue au Wisconsin Apartment, cadre idéal pour un séjour calme et paisible. Wisconsin Apartment, c'est la fine fleur en termes de studios et appartements meublés au standing à moindre coût. Un service hôtelier complet, de l'eau et de l'électricité disponible à plein temps, une connexion Wi-Fi haut débit, ainsi que des véhicules à votre disposition pour vos déplacements dans la ville et la navette pour l'aéroport. Wisconsin Apartment, c'est un cadre sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes situés à Yaoundé Golfolo, face station Tradex, avant la GMI. Contact 691 91 86 37 694 41 21 72 679 78 76 23. Wisconsin Apartment, une classe de différence. Crée de la longévité. Petit
Et c'est reparti avec Espace Landmark, le royaume de Noël et de Nouvel An. Et oui, le Père Noël est de retour à Espace Landmark, royaume incontournable pour vos fêtes de fin d'année. Et comme vous êtes nos reines et nos rois, Espace Landmark vous ouvre sa cour pour satisfaire vos princesses et princes. Venez visiter et découvrir nos rayons spécialement achalandés pour vous. Jouets éducatifs, Scrabble, Monopoly, jeux d'échecs, puzzle, domino, set de cuisine et médecine, jouets de divertissement, moto et voitures, Transformers, drone, poupée, maison de princesse, décoration de Noël, crèche et cadeaux d'hiver. Espace Landmark, c'est aussi ses rayons habituels. Décoration cosmétique, ameublement, entretien, cuisine, habillement, parapharmacie et vos articles exceptionnels. Espace Landmark est à Yaoundé. Elle ligue et sonne au carrefour Intendance. Ouvert de lundi à dimanche de 7h à 7h. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. N'attendez plus vos salaires pour être heureux. Désormais, Siringo débarque chez vous et vous offre la possibilité de gagner plusieurs lots en jouant au tombola à un prix dérisoire de 500 francs seulement. Waouh! Siringo, votre plateforme internationale de tombola. Rendez-vous sur le site www.siringo.com pour explorer une large gamme de produits variés à gagner. Des appareils électroniques, électroménagers, meubles, accessoires, cuisine et bien d'autres. Chaque semaine, soyez des heureux gagnants grâce à Siringo. Infoline 6 93 48 46 44 plus 1 202 760 78 97. Siringo est également partenaire avec plusieurs marchés de Yaoundé, Douala et partout ailleurs. Avec Siringo, rêvez jackpot. Connectez-vous, Canal Plus a dérangé le tout aussi. C'était impressionnant. En ce moment, achetez votre décodeur HD à seulement 3000 francs à partir de la formule Access. Avec une joie de Canal Plus, passez de belles fêtes en famille et profitez de la Canhora. Offre soumise à condition dans la limite des stocks disponibles. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini de lundi à vendredi, 10h, 11h52. En ouverture, nous vous avons fait comprendre que nous allons parler de l'État avec une interrogation. L'échec d'un État, à qui la faute? Je commence par Tayo Kamge. Pour construire un État, quels sont les maillons qui entrent en jeu pour construire un État? Vous me posez une question assez difficile, mais c'est une question pour les personnes qui ont fait sciences politiques. Mais bon, de ma modeste position, je vous dirais, un État, nous a-t-on appris, c'est une population, des institutions et un territoire. Bon, maintenant, ça, ce sont les éléments constituants d'un État. Bon, maintenant, la question que vous allez nous poser, je crois que vous allez, c'est est-ce que l'État du Cameroun, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'État du Cameroun est un État? Là, si on reste au niveau de la population, un territoire et des institutions, on dira que c'est un État. Mais en fait, comme il est l'État du Cameroun naît de l'histoire de l'invasion de l'Allemagne et par la suite de la colonisation française, ou tout au moins des deux colonisations, est-ce qu'un État qui naît de la colonisation est véritablement un État? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'un État, ce sont des personnes qui, délibérément, décident de se mettre ensemble, donc de se constituer, et donc quand dans le mot se constituer, et donc de faire une constitution, et vous avez bien que dans le mot constitution, vous avez le mot situer, se constituer, se mettre ensemble. Donc si vous décidez de vous mettre ensemble, c'est que vous avez un projet, vous avez quelque chose à faire ensemble. C'est pour ça que vous vous constituez et que vous faites une constitution, une norme qui va vous régir au-dessus. Or, la constitution du Cameroun que nous avons bien vu qu'elle n'est pas depuis l'indépendance, les Camerounais ne se sont jamais mis ensemble pour véritablement se constituer. C'est une élite qui s'est mise en place, qui a écrit
la Constitution et sont venus nous dire voici notre Constitution. Nous, les Camerounais, ne se sentent pas partie prenante. Donc c'est pour ça que vous pouvez retrouver des comportements, des comportements de personnes, que ce soit au niveau, j'allais dire au niveau du peuple, ou au niveau de l'administration centrale, vous trouvez des comportements qui ne ressemblent pas à des personnes qui ont décidé de se mettre ensemble. Chacun prend dans l'État ce dont il a besoin et ce qu'il veut, mais jamais pour faire quelque chose ensemble. Et bon, et ça c'est la résultante de la néocolonisation, la résultante de la colonisation. Mais il faudrait dire une chose avant de revenir, pour terminer là-dessus, que nous sommes entrés en colonisation. Les peuples camerounais sont entrés en colonisation de manière séparée. Les Bayangam, puisque je suis de Bayangam, les autres sont entrés, étaient déjà en eux-mêmes des États qui étaient constitués, ou tout au moins qui se reconstituaient après le désordre de l'esclavage. Ces peuples-là étaient déjà des on va dire des États ou même des mini-États qui sont entrés dans la colonisation individuellement. Nous ne sommes pas entrés dans la colonisation en tant que Camerounais et donc on ne pouvait pas sortir de la colonisation, n'est-ce pas? Parce que nous sommes entrés individuellement en tant que Bayangam, mais nous sortons de la colonisation en tant que Camerounais. Or, en tant que Camerounais, nous avons des populations ou d'autres villages ou d'autres peuples qui sont là, avec qui nous n'avons pas eu le temps de discuter pour décider de former un État. Et donc, vous voyez donc que la résurgence ou les pertinences du tribalisme font que nous ne sommes pas, pour moi, véritablement un État. Nous sommes une juxtaposition de peuples qui n'ont pas quelque chose en commun, à faire quelque chose ensemble. Donc, du coup, pour moi, excusez-moi, c'est vrai que ça peut choquer, pour moi, le Cameroun n'est pas un État parce qu'elle n'est pas la volonté des personnes qui vivent sur ce territoire-là. Et donc, on peut donc assister, et ça se voit, par le fait que quelqu'un va prendre la caisse de l'État à son profit, quelqu'un va refuser de donner l'argent pour l'éducation, quelqu'un va prendre l'argent des routes ou l'argent des hôpitaux parce qu'effectivement, il ne se sent pas partie prenante d'un projet et d'un État. Dans les espaces où les gens se sont constitués, où ont décidé d'être autonomes, de faire quelque chose ensemble, vous voyez bien que là-bas, il y a quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déperdition, mais il y a quand même des règles. Les gens respectent les règles, les gens ont une philosophie commune. Or, nous avons ici au Cameroun, me semble-t-il, une agglomération ou tout au moins un agrégat de personnes qui sont ensemble, mais qui n'ont pas une vocation véritablement à vivre ensemble. Il y a une histoire commune qu'on nous raconte, oui, on a le nationalisme, on a ceci, on a la patrie, on a le drapeau, mais tout ça c'est chimère. Merci Tayo Kamge pour cette manière de planter le décor. Je vais passer la parole à Émile Messi. Émile Messi, un débat existe au Cameroun, pour ne prendre que ce cas, le cas du Cameroun, dans l'échec de l'État, je ne dis pas que c'est l'échec du Cameroun, beaucoup estiment que le principal responsable, c'est le président de la République. D'autres pensent que non, ce sont ses proches collaborateurs. D'autres estiment même que nous sommes tous coupables, c'est-à-dire même la population n'est pas exempte. Vous vous situez à quel niveau de la question lorsque nous parlons du principal responsable de l'échec d'un pays? Je me situe au niveau d'abord de la clarification des choses. Allons-y. Échec d'un État. Première observation, qu'est-ce qu'un État? Avant d'observer son échec, ou de conclure à son échec. Sur le plan sociologique, c'est d'abord une population. C'est-à-dire que l'ensemble des populations vivant dans un territoire. Est-ce que le Cameroun a un territoire identifiable? Oui. Oui. Avec une population ciblée. Sur le plan symbolique, nous avons un drapeau. Des emblèmes. Des emblèmes. Nous avons un hymne national qui identifie l'existence d'un État. Sur le plan juridique, il y a des institutions. Gouvernement. Vous comprenez? Nous avons un gouvernement. Attendez, il y a des institutions qui sont là. Quand je parle des institutions, je fais d'abord référence au pouvoir, les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Nous avons une armée, avec tout ce que ça comporte. Maintenant, est-ce que, entre-temps, le Cameroun a été envahi
Est-ce qu'on a été en excès pour dire que l'État du Cameroun a échoué? Et il me semble que ce n'est pas là le débat pour l'instant. Et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas à ce niveau le débat. Nous sommes secoués au nord par Boko Haram, nous sommes secoués et ainsi de suite. Mais tout au moins, le Cameroun a gardé son intégrité territoriale. Aucun centimètre de l'État camerounais n'a été cédé. Et malgré tout, les Camerounais vivent dans un territoire qui est connu, avec des institutions qui fonctionnent. L'exécutif maintenant, nous savons le dualisme. Il y a la présidence de la République et maintenant il y a le gouvernement avec un chef de gouvernement et les ministres. L'échec peut-être du gouvernement. Je ne dis pas que le gouvernement a échoué, mais on peut questionner un certain nombre de résultats par rapport aux attentes. Là, je veux donc parler de la gouvernance. Est-ce que forcément c'est encore l'État? Non. C'est-à-dire, nous nous plaignons chaque jour, nous n'avons pas suffisamment d'eau à boire, nous n'avons pas suffisamment de quoi manger, on n'a pas facilement les moyens pour aller dans les meilleures écoles, pour se faire étudier. Et tout ce que l'État là, qui sont, comme il disait tout à l'heure, l'État en Afrique. Par exemple, lorsque vous lisez Jean-François Bayard ou Jean-François Médard, qui ont parlé de l'État en Afrique, c'est le même cas qui caractérise l'État en Afrique, à savoir la corruption, le tribalisme, qui sont des véritables freins à l'épanouissement de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'État-nation. Parce que lui, il a abordé des questions de la nation. Est-ce que le Cameroun donc, est une nation par rapport à ce qu'on peut attendre d'une nation? C'est-à-dire un peuple homogène avec une langue? Non. C'est pour ça que nous sommes donc dans des États-nations en construction. Parce que les freins sont là, la diversité culturelle, ethnique et autres, que nous avons capitalisé comme étant des avantages, parfois se jouent contre nous avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le tribalisme, le népotisme et la corruption. On a bien compris, Émile Messi. Ma question... Je n'ai pas fini. Je suis en train de clarifier des situations. Allons-y rapidement. Maintenant donc, quand vous prenez quelqu'un comme Georges Balandi aussi, qui a beaucoup étudié en Afrique, un sociologue français, qui vous dit que la réalité africaine aujourd'hui passe par la colonisation. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui se passe en Afrique, il faut aller voir les stigmates de la colonisation, où effectivement nous avons hérité de la colonisation avec tout ce que ça a entraîné, la mentalité coloniale. Nous ne pensons plus aujourd'hui comme Africains, nous pensons en référence comme modèle à l'ancienne colonie, aux Européens. Ça fait donc qu'aujourd'hui, nous manquons ce que je peux appeler l'authenticité africaine. Donc, des questions de gouvernance peuvent être posées. Oui, mais est-ce que l'État a échoué dans ces conditions-là? Encore que l'État, je suis là à côté d'un philosophe, l'État est impersonnel. L'État, ce n'est pas des individus. Il n'y a pas un homme qui soit au-dessus de l'État, qui puisse même parler. Donc, est-ce que c'est le chef de l'État? Oui, il a reçu la confiance. Parce que c'est le seul garant des institutions. C'est le seul qui est élu au suffrage universel. Et qui donc a prêté serment pour dire que je ne faillirai pour garder le Cameroun dans son intégrité, pour faire en sorte que les Camerounais soient unis. Maintenant, les questions de gouvernance, des questions de tribalisme... Il faut dire que lorsqu'il a dit qu'il ne faillira point, il avait d'abord dit autre chose avant, hein, parce que il ne faillira point, c'était la conclusion. Il avait dit que j'ai trouvé des caisses de l'État renflouées, une économie saine, je ne faillirai point. Non, en fait, je ne faillirai point, c'est la traduction de Aïdou Sosoué. Ça dit qu'elle prête serment. Je vous parle du discours du 6 novembre 1982. Et chaque fois qu'il gagne une élection, il va prêter serment. Est-ce que nous sommes d'abord d'accord que je ne faillirai point est la conclusion de ce qu'il avait d'abord énuméré? Non, ça c'est la prestation de serment qui est constitutionnelle. C'est inscrit dans la Constitution, mais en anglais, Aïdou Sosoué. Nous ne parlons pas de la même chose. Mais Aïdou a dit que je laisse une économie saine. Beaucoup d'autres observateurs et analystes disent que l'économie était déjà chancelante.
Il doit accélérer. Paul Biya accélérera, alors. Est-ce que Paul Biya dit que... Je ne sais pas. Parce que quand on reprend son premier discours, on dirait tout simplement mon illustre prédécesseur, il faut dire et ainsi de suite, et qu'il va faire il n'a presque jamais prononcé son nom. Hein. Lorsqu'il a voulu parler de lui, il dit souvent mon illustre prédécesseur. Et il le disait même il y a peut-être 30 ans, il n'a même plus jamais dit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on passe à Pierre Blaireau, moi je vais vous poser la question que j'ai posée à Émile Messia, même s'il n'a pas apporté une réponse claire. Lorsqu'on parle de l'échec d'un État, l'échec d'un pays, qui en est le principal responsable? C'est le président de la République, ce sont ses proches collaborateurs, ou alors c'est toute la population qui est comptable? Alors, parfois ici, le frère Messi a fait ce qu'on fait quand on veut contourner une problématique. On appelait, lui et moi, nous avons fait ça à l'école primaire, on appelait ça la phraséologie. Tu as lu les phrases, tu expliques les phrases. Il est dans le sophisme. Bon, d'autres appellent ça. Ça, c'était à l'université. Mais on nous faisait un exercice de phraséologie. Mes élèves de lycée m'écoutent. Je leur ai donné un cours en terminale, l'État et le pouvoir. Comment on dit ça? Un chapitre. C'est un chapitre en philosophie. Voilà, c'est le chapitre 11 à l'époque, je ne sais pas si ça a changé. Et là, chez les philosophes, l'État n'est pas vraiment tout ce que les autres disent souvent. C'est-à-dire, non. Nous définissons l'État comme une organisation comportant un gouvernement et une administration, dont le rôle est de régir, administrer les individus. Parce qu'en fait, nous considérons que l'État, c'est la superstructure. Et quand nous faisons un parallèle, nous disons que c'est comme dans une association. L'État, c'est le bureau exécutif. Alors, quand une association échoue, les premiers responsables sont les membres du bureau exécutif. Mais l'Assemblée générale peut aider le bureau à échouer en laissant le bureau faire, ou en accompagnant le bureau dans les mauvaises pratiques. L'Assemblée générale ici, c'est le peuple. Et moi, je vais vous dire, l'échec de l'État du Cameroun, s'il faut l'appeler ainsi, est aussi l'accompagnement amorphe des populations camerounaises. Les Camerounais ne se sont pas comportés comme un peuple mature pour refuser un certain nombre de choses. Un peuple mature ne peut pas accepter, parce que les démembrements de l'État, si l'État a pu conserver le territoire, c'est qu'il a utilisé un de ces démembrements, le ministère de la Défense, qui a fait cela. Mais il y a des démembrements de l'État qui méritaient que la population les mette devant leurs responsabilités. Quand vous faites une autoroute qui ne reflète pas les normes des autoroutes que nous voyons ailleurs, et que pour 60 km, vous fassiez 10 ans, la population doit envahir votre ministère. Ah bon? Oui, et vous dire que non, va nous donner la route. Donc, il y a des choses comme ça qui font qu'on a l'impression que la population... Dès que les gens ont réussi à manger lors d'une élection, ils disent que c'était bon. La population devrait pousser certains ministres à travailler ou à démissionner. Par la pression. On nous a abandonné à nous seuls, les médias, ce travail. Et quand tu essaies même de faire le travail de tout le peuple, on te dit que tu veux déjà mourir. Le nouveau concept, on te menace. Voilà, on dit tu parles, tu veux mourir. Donc on aurait à la tête... ne veux pas voir tes enfants grandir. Et qu'est-ce que ça laisse subodorer? Ça laisse penser que nous avons à la tête des démembrements de l'État des monstres qui agitent le flambeau de la mort, à qui veut leur rappeler que ce que vous faites là n'est pas bien. Donc, maintenant, vous avez appelé le président de la République. Son autre nom, c'est le chef de l'État. Quand les choses réussissent, même quand les Lions vont gagner une coupe, on dit que c'est lui qui a gagné ça. Parallélisme des formes, quand ça échoue, c'est lui. C'est comme ça, pour rester fidèle au parallèle. Quand ça réussit, c'est qui? C'est lui. C'est lui. Enfant sage, enfant du père, enfant bête, enfant de la mère. Non.
Vous comprenez ce parfois ici? Je comprends. Enfant sage. Enfant du père. Enfant bête. Enfant de la mère. Non, c'est pas Mouna Bois, Mouna Sango, Mouna Bobé, Mouna Nyango. Quel l'enfant bête est aussi l'enfant de papa. C'est lui-même. C'est toujours lui. D'accord? L'enfant bête est l'enfant du père. L'enfant. Oui. Donc, c'est comme ça. Très bien. Les réussites sont les réussites du chef de l'État. Parce que ici, au Cameroun même, tout doit lui être donné. Quand même un ministre réussit le moindre exploit dans sa vie, parfois ici, il attribue ça au chef de l'État. C'est-à-dire que quand un ministre réussit quelque chose de bien, exemple Bakassi. Voilà, il dit, alors qu'on sait que c'est lui qui a de la clairvoyance du président de la vision, de la sagesse, de la sagacité. Pour rester donc cohérent, quand un ministre fait des bourdes, ce sont les bourdes du chef de l'État. Bernardo Basson, le chef de l'État en question, même s'il faut dire que mon thème de ce matin n'est pas focalisé sur le Cameroun. Hein. Je ne sais pas pourquoi le cas du Cameroun vous intéresse tant. Je n'ai pas vu Cameroun au niveau de la problématique, mais il n'est pas interdit aussi de parler du Cameroun. Le président de la République, il y a plusieurs années, nous disait ne vous demandez pas toujours ce que le pays a fait pour vous, mais posez-vous la question, ce que vous avez fait pour votre pays. C'est vrai que c'est un point de vue qu'on peut comprendre. Est-ce qu'il avait tort? C'est compliqué pour moi de répondre par oui ou par non. Vous n'avez rien fait pour votre pays? C'est compliqué de répondre par oui ou par non. Est-ce qu'il avait tort? Parce que je pense qu'il avait en partie tort et en partie raison. C'est compliqué de répondre. La théorie du verre à moitié vide. La question que vous posez, chef d'un État à qui la faute, ne me semble pas être compliquée à répondre de mon humble point de vue. La conception de l'État au Cameroun ne s'est jamais vraiment posée. Parce qu'il fallait la poser au départ. En Afrique en général, l'Afrique noire, l'Afrique qui a été colonisée, il y a deux conceptions de l'État. Il y a l'État prestataire de services, qui donc a pour principale mission de faire respecter les lois et de veiller à l'harmonie du peuple. Il y a État de transformation sociale, qui a pour principale mission de faire transiter le pays de l'aspect pré-industriel vers l'aspect industriel ou post-industriel. En Afrique, certains pays ont fait le choix. Au Cameroun, le choix n'a pas encore été fait. Vous ne savez pas si vraiment le gouvernement veut un pays dans lequel tout ce qu'on vise, c'est l'harmonie, ou un pays dans lequel tout ce qu'on vise, c'est l'industrialisation. Et donc, pour chaque conception du pays, les causes de l'échec sont avérées. Pour l'État prestataire de services, la principale cause, c'est la mauvaise démocratie et la corruption. La rente, tout ce que vous imaginez. Pour l'État qui doit assurer la transition économique, le principal problème, c'est la faiblesse institutionnelle ou son inadaptation aux réalités postcoloniales. Donc, est-ce que le Cameroun est un pays qui a migré vers l'un ou l'autre des choix? Jusqu'à présent, on ne le sait pas. Donc, on a un pays qui est simplement, à proprement parler, une micro-continuité coloniale. Voilà pourquoi le Cameroun se porte mal. Lorsqu'on aura à un moment donné, et j'ai l'impression que le président Biya s'est enfin déterminé. J'ai l'impression qu'au soir de sa carrière, il semble être déterminé pour un pays qui va être économiquement émergent. Il semble le dire dans ses sorties, il semble le montrer, et on peut subodorer cela. Mais c'est parce que durant longtemps, on n'a pas fait de choix qu'on en souffre. Donc parfait, ici, pour moi, à qui la faute? La faute est au chef de l'État qui a été malheureusement noué par la pression postcoloniale, qui a été accompagné par les anciens colons et qui n'a pas su s'en défaire à temps, à tel point qu'il n'a pas pu imposer au Cameroun une vraie vision directe. Est-ce qu'il avait le choix? Non, justement, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il avait le choix? Non, c'est donc quelque part, sans être d'accord avec ce qu'il fait, parce que je pense qu'il y a juste quand même qu'on pouvait faire au-delà du colon. Je crois quand même quelque part, il a eu de vrais nœuds politico et post-coloniaux qui ont empêché qu'il émerge véritablement. Mais parfois ici, il y a quand même des éléments sur lesquels le Cameroun aurait pu mieux faire, parlant du Cameroun. Pour revenir à votre question, je pense quand même qu'en termes d'éducation, on a une éducation française et francophone. Beaucoup de nos livres, pendant très longtemps, venaient de France. Et là, c'est un problème. On aurait dû commencer à travailler avec nos vrais intellectuels pour concevoir un modèle éducatif propre au nôtre. Et pour sortir, pour ce que M. Taillot disait,
Si je le disais avant, on aurait dit que je suis tribaliste. Le Cameroun est d'abord l'ensemble des communautés. L'État n'a pas à se poser pour écraser les communautés. Il doit naître de ce que les communautés posent un concert, décident de ce qu'elles-mêmes vont abandonner pour confier à l'État, sorte de vraie décentralisation ou de vrai fédéralisme. Tant que l'État s'impose aux communautés, il y aura toujours un divorce entre les administrateurs et les administrés. Alors, on lit rapidement quelques messages, même comme M. Messi veut absolument réagir. Monsieur Messi, tous ceux qui sont autour de moi, et là nous sommes en Algérie, et tous ceux qui sont autour de moi, ici, qui regardent cette émission, sont très en colère et énervés quand vous parlez. On vous pose une question, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vouloir blanchir le président Biya et son bilan. Le président Biya a travaillé d'une manière minutieuse et très fine pour détruire le Cameroun. Il a d'abord commencé par détruire l'âme, l'esprit et la psychologie de chaque Camerounais pour le transformer en un être agenouillé et libidineux. Voilà un peu l'hymne national de notre équipe nationale de football. Si Tanga te barloué, si Tanga te barloué, descends à la rue de la joie, avec 500 tu as loué. Enfin, ici tu exagères. Est-ce qu'il a écrit ça en chantant? Il a écrit. Est-ce qu'il a écrit en chantant? Il a écrit en chantant, non. Bon, ok, donc dans ses paroles, dans son message, on voit les mélodies, on voit voilà dans l'hymne d'une équipe nationale, tout tourne autour du Kosovo. Et c'est fait à dessein par le régime Biya pour mieux nous désorienter et nous dépersonnaliser. Oui, parfois ici, vous avez posé une question tout à l'heure. Devant les vicissitudes de l'histoire, parfois on fait des procès à nos dirigeants à tort. Nous sortons de la traite négrière, nous sortons de la colonisation, avec tout ce que cela a suivi. Est-ce que nos chefs d'État, soyons sérieux, avaient des coudées franches pour répondre à toutes ces attentes? C'est pour cela que moi j'ai dit aujourd'hui, les indépendances étant là, le chef de l'État, bien qu'on le veuille ou pas, a sauvegardé l'intégrité territoriale. La conquête de Bakassi, c'est un exemple patent. Il faut la préservation des richesses il n'a même pas reconduit les accords coloniaux. Il n'a pas reconduit les accords coloniaux avec la France. C'est pour cela que j'ai avoir pris position. Après les indépendances, le combat n'était pas terminé. La question aujourd'hui, le grand chantier du chef de l'État aujourd'hui, parce que quand on dit le chef de l'État, c'est aussi lui. C'est la quête de la souveraineté. Parce que les indépendants ne suffisent pas pour dire que désormais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors que la souveraineté n'est pas totale. Ce que Jean-Marc a appelé qu'en Afrique, la plupart des Africains ont eu des indépendances de drapeau. C'est-à-dire que parce que le drapeau flotte et puis on pense qu'on est indépendant, ça ne suffit pas. C'est vrai qu'il y a des acquis qu'il faut préserver. Aujourd'hui, dans l'échec de l'État, c'est pour ça que moi j'ai dit, heureusement qu'il a précisé que ça ne concernait en rien le Cameroun. Donc l'échec de l'État, c'est pour moi lorsque l'État est envahi. Par exemple, lorsque les acquis de l'État, lorsque les institutions ne fonctionnent pas normalement, lorsqu'il y a un désordre tous azimuts, par exemple, c'est là on peut parler de la faillite de l'État. Or, au Cameroun, si nous prenons le nord du Cameroun, nous pensons que les institutions fonctionnent normalement. Mais j'ai dit, et je le relève encore, nous avons des problèmes de gouvernance. Nous n'avons pas l'eau comme on voudrait l'avoir. Nous n'avons pas de services sociaux. Ça, c'est autre chose. Merci bien. Il y a également ce que nous disons depuis très longtemps, lorsque nous parlons de l'État. L'État, c'est vous. L'État, c'est nous. L'État, c'est tout le monde. Oui. Mais dans l'échec de cet État, vous, population, n'êtes-vous pas également concernés? Oui. Je veux dire, vous avez posé une très bonne question. Et il faudrait que je commence par dire quelque chose pour répondre un peu. Il y a un monsieur qui s'appelait Sédar Senghor. Que le Sénégal nous a donné. Ancien président sénégalais. Et le même Sénégal, comme que la vie a voulu qu'elle nous a aussi donné Cheikh Anta Diop. Ancien savant africain. Bon. Maintenant, Senghor a dit quelque chose qui, bon, il faut dire que par ailleurs, il a mépris, enfin, on ne va pas revenir dessus, il a dérangé un peu Cheikh Anta Diop, mais Senghor disait quelque chose dont tous les Africains et moi-même étaient violemment contre, n'est-ce pas? Quand il disait que l'émotion est nègre, la raison est Hélène.
Il a insulté les Africains. On trouve ça très insultant. Mais effectivement, quand vous regardez nos comportements, les gens prétendent et disent que nous avons un État. Parce qu'on a le drapeau. Vous voyez donc l'émotion. On nous a dit que vous avez l'indépendance, vous avez le drapeau, vous avez l'armée, vous avez la police. Ah, c'est pas ça, c'est pas simplement ça. C'est d'abord la souveraineté, mais la souveraineté d'abord intellectuelle. Sauf que M. Tao, s'il vous plaît, impossible. S'il vous plaît, cela voudrait dire que, si vous êtes soucieux, et quand vous allez à l'indépendance, surtout que c'est ceux qui ont refusé l'indépendance qui ont pris, oui. C'est ça, ils ont accepté, alors qu'eux-mêmes, pour venir nous dire que vraiment ça allait être difficile, il ne fallait pas les machins. Bon, ça c'est un autre débat. Mais dire que... Encore qu'on ne décrète pas la souveraineté. La souveraineté, ça se construit. Comment ça se construit? Ça se construit, vous avez vu, ou tout à l'heure vous avez parlé de la Corée. La Corée, le jour du baccalauréat, je veux dire que le jour où il y a baccalauréat en Corée, et la même chose au Japon, toutes les institutions s'arrêtent. Aucun taxi ne porte une autre personne qu'un élève qui va composer. Tout le Cameroun, le Japon et le Coréen s'arrêtent parce que c'est un moment particulier. On donne la priorité quand on veut être souverain au système éducatif. Je viens de l'évoquer. Voilà. Dites-moi donc, tantôt quelqu'un nous parlait ici de la souveraineté de l'État. L'État du Cameroun peut disparaître à tout moment parce que nous n'avons pas un service, nous n'avons pas un système éducatif, un système de recherche, que ce soit économique, politique et militaire, qui nous permettent d'être indépendants et d'assurer notre autonomie. Sinon, vous avez bien vu ce qui se passe avec les Américains et les Russes. Si les Russes n'avaient pas leur armée, n'avaient pas un système éducatif, n'avaient pas une économie, ils auraient disparu. Monsieur Tao, je peux une seconde. Là, vous allez peut-être un peu loin humblement parce que quelque part, malheureusement, aujourd'hui, le monde a une marche. L'Afrique ne peut pas facilement se développer tant que l'Occident a le regard dessus. Ce que je veux dire, c'est que pour que l'État soit indépendant dans ce secteur-là, comme vous le voulez, il faut que ça prenne un peu de temps. Pourquoi? Si aujourd'hui, par exemple, on veut rendre notre armée indépendante forte, on sera attaqué. Si on veut toucher aux francs CFA, on sera attaqué. C'est pas pour défendre le bien, c'est pour dire quand même qu'il y a eu des pressions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais Biya a beaucoup de problèmes également. Un homme est homme à sa naissance. Il n'est pas un homme en devenir. Il est homme, il a tous les droits, toutes les capacités au moment où il naît. Si vous avez décidé de prendre l'indépendance, autrement dit, ne venez pas nous dire que le problème de monnaie. C'est comme quelqu'un qui travaille et qui dit non, je travaille, je ne peux pas avoir la monnaie, quelqu'un d'autre va garder mon salaire, c'est pas possible. Très bien. Donc pour dire que si je termine par là, parce qu'on a dit tantôt les accords coloniaux qui ne sont pas renouvelés, arrêtez. Tout à fait, depuis 2010. Arrêtons ce mythe-là. Oui. C'est quand on signe ce qu'on vous dit, quand on renouvelle ce qu'on vous dit, laissez-nous ça. La preuve. Mais il faut donc nous dire qu'on n'a pas les un accord secret par nature et secret. Donc on ne vous dit pas. C'est le jour où il y a problème qu'on ressort. Vous avez bien vu par exemple que les entreprises françaises au Niger, je crois le Burkina Faso, ne payaient pas d'impôts là-bas. Ici, là, vous pensez que ces entreprises payent les impôts? Non, il y a les mêmes accords, les conventions qui font que les entreprises... Il n'y a pas une seule base militaire étrangère. Ça, c'est du pipeau là-bas. Ça, ce n'est pas de l'ordre de ce qui est significatif parce que dès lors que l'armée française est au Gabon, elle au Tchad, elle n'a pas besoin d'être au Cameroun. Donc c'est un point de vue stratégique de la France qui a décidé que ce n'était pas important. Elle est déjà au Tchad, elle est déjà au Gabon, donc elle nous contrôle. Pour arriver ici, c'est demain matin, si elle veut jamais y arriver. Donc maintenant, pour être souverain, c'est le système éducatif. Et pour avoir un État fort, il faut d'abord avoir un système éducatif. Ouais, mais vous ne me laissez pas terminer. Vraiment, monsieur. Non, on a un problème de temps. Vraiment, il y a un message là, un message gentil à l'endroit de Basson. Bonjour, monsieur Aïssi, parfait. Monsieur Basson qui parle du chef de l'État, a-t-il même déjà été chef de classe? Le travail des autres est facile. C'est signé Bruno. Mais parfait. Bon, comme il blague un peu, je vais lui répondre. Comme c'est la blague, je vais lui répondre. Dites-lui que j'ai fréquenté, je peux lui dire, on fait du degré. Je travaille avec des chefs de classe. C'est mieux de la classe, chef de classe. Chef de classe. Mais moi, je
Je repasse la parole au-delà de tous les comportements anti-civiques que nous avons également au Cameroun. Est-ce que ces comportements-là ont également aidé le chef de l'État, nous-mêmes Camerounais? La petite corruption, nous-mêmes Camerounais, nous ne respectons plus rien. Je ne veux pas rajouter à la misère des Camerounais. Les Camerounais, même ceux qui volent, c'est la misère mentale qui les dérange. Pour discipliner les Camerounais, il ne faut pas grand-chose. Bongo se plaignait souvent. Il dit ici, j'augmente les salaires, les gens ne font que gréver. Biya baisse les salaires, les gens sont calmes. Moi, je dis que je ne comprends pas. Comme on donne au Cameroun, on donne le Gabon à Biya. Non, les Camerounais subissent suffisamment. Vous savez, les fonctionnaires camerounais ont les salaires les plus bas d'Afrique centrale. Et vous dites que vous êtes la locomotive, non? Non, est-ce que c'est normal que vous ayez le genre de salaire qu'on a au Cameroun? C'est pas pour justifier la corruption, mais pour discipliner un enfant. Si vous affamez un enfant, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir volé dans la marmite. Mais un enfant, seulement il y a des gens qui ont déjà mangé, qui volent la marmite et vendent même la marmite. C'est ça le problème. Donc ceux-là, j'ai déjà dit ce qu'ils sont maudits. Il faut le faire, il faut les pendre. Voilà. Un message qui nous vient du Burkina Faso, c'est le 226. Bonjour chers panélistes, heureux de vous suivre en direct ce matin. J'ai prié pour que chacun de vous vive l'année qu'il mérite. Puisse Dieu ouvrir de nouvelles portes, des bénédictions dans la santé, la paix, le bonheur et la prospérité. Je pense que la faute de l'échec d'un État incombe principalement au chef de l'État qui donne la vision et impulse le rythme. Ensuite, ses collaborateurs, ministres, députés, cadres et autres qui doivent appliquer la vision par la mise à disposition des moyens matériels, financiers et humains, puis assurer le suivi contrôle de la mise en œuvre. Enfin, la faute revient au peuple qui est le principal bénéficiaire et celui qui donne et retire le pouvoir. Si le peuple ne dit rien lorsque les choses ne sont pas bien faites, alors il est complice de son malheur. C'est pas faux. Je pense que le Burkinabé a bien résumé notre débat. Non, la preuve, c'est qu'eux, ils ont décidé de sortir de cette situation-là. Et ils sont sortis. Ah, Émile ne s'est pas d'accord. Sauf que le peuple s'exprime ici par les urnes. Non, le chef de l'État universel. C'est chaque 7 ans, il remet son chef village. Merci beaucoup. Je dirais simplement que souverain, il s'exprime tantôt par les urnes, tantôt par la rue, il est souverain. C'est ce que veut dire souverain. Dans un souverain, c'est tout pas mal. Il n'y a pas d'état normal. C'est pas forcément la de ce débat. Merci à Émile Messi. Merci à Émile Messi qui était là ce matin du RDPC. Dit à monsieur Messi d'abord que le Cameroun, les élections sont merci également à M. Bernardo. Ce qu'on dit, vous ne pouvez pas le prouver, M. Bernardo. Le journal La Mi-Journée, c'est dans 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec...